messieurs, alors que je venais vers vous, vue ardente un peu dans votre belle campagne fribourgeoise, je crois que je me suis égaré et j'étais près d'un manège. Regardant ce manège, j'ai trouvé le point de départ de mon exorde. Il y avait des hongres dans des boxes, et un peu plus loin, il y avait des étalons qui cavalcadaient en liberté. L'avocature, c'est ça. Il y a les juristes et il y a les avocats. Les juristes sont les hongres, les avocats sont les étalons. Alors je commence par dire toute l'estime que j'ai pour les juristes. Il m'est arrivé de l'être un peu, par inadvertance, et je veille à être entouré de gens qui fréquentent la jurisprudence du tribunal fédéral. Généralement, ils viennent de Fribourg, parce que votre faculté de droit, paraît-il, est la plus capée, la plus titrée qui soit en Romandie. Mais voyez-vous, la différence entre les étalons et les hongres, s'agissant des lectures, c'est que le juriste fréquente la jurisprudence du tribunal fédéral, l'avocat, lui, uniquement la littérature, parce qu'il considère que l'art d'être avocat est un art littéraire. La relation charnelle qu'il faut avoir avec les mots qui permettent l'expression de la pensée, mais qui permettent aussi qu'elle naisse, tant il est vrai que l'idée devient claire lorsqu'elle trouve les mots. Avant que de les avoir trouvés, elle n'est qu'une intuition aléatoire. Alors, mesdames et messieurs, je dis mon estime encore, pour ne pas avoir à y revenir, pour les juristes. Ils gagnent des concours, ils sont très bons en dressage, mais parfois il leur manque l'âme, le souffle, le talent, et cette parole qui fait naître autant qu'elle communique, au fond la seule parole qui importe, celle qui enchante, celle qui féconde, non pas celle qui renseigne, mais celle qui détermine la pensée de l'autre. Je vous disais du mal de la jurisprudence du tribunal fédéral. J'en ai de très lointains souvenirs, mais jamais, dans un texte de nos grands juges, je n'ai entendu le ruissellement des sources, ni l'envol du gypaète orgue ou de l'oiseau lyre. Je considère que la fréquentation de la jurisprudence du tribunal fédéral assèche l'âme et rend nos esprits désertés. Mais c'est, paraît-il, une nécessité. Quand j'étais bâtonnier, il y a très longtemps, c'était du temps des Lumières. Alors pour ceux qui ne savent pas ce qu'est un bâtonnier, le bâtonnier c'est un personnage stellaire qui siège à la gauche de Dieu quand il n'est pas Dieu lui-même. Je dis à la gauche de Dieu parce qu'à la droite de Dieu, il y a, paraît-il, selon les évangiles, les simples en esprit. Donc le bâtonnier siège à la droite de Dieu. Et je recevais des jeunes stagiaires de votre âge, d'adolescents frémissants, et qui me disaient comment fait-on pour devenir un grand avocat. Alors j'affectais la modestie en disant écoutez, je ne sais rien, je ne sais pas où y dire, mais selon moi, si vous voulez être un grand avocat, commencez par lire les 7 tragédies d'Échille, les 8 de Sophocle, les 31 d'Euripide, certaines sont contestées, puis lisez Dostoïevski et Shakespeare. Et quand vous aurez lu tout cela, et que vous fréquenterez perpétuellement une bibliothèque, non de droit, mais de lettres, quand vous serez dans la familiarité du génie des hommes, ce que peut la littérature et les arts, quand vous serez dans la tradition cicéronienne familier des arts et des lettres, autant que de l'âme humaine et de la psychologie, alors vous commencerez à être avocat. Mesdames et messieurs, je dois vous parler de ce métier. Je ne sais pas si je l'incarne peu ou prou, mais j'ai, au bout de 50 ans tout de même, quelques visions sur ce qu'il est, sur ce qu'il a été. Et ma première observation, c'est que le métier d'avocat aujourd'hui manque, comme tant de choses, de passé. Et parce qu'il manque de passé, je pense qu'il est en train de déshériter l'avenir. Pourquoi est-ce qu'il manque de passé ? Parce que les références des jeunes avocats aujourd'hui ne sont pas des références de lettrés. Ce ne sont pas des hommes cultivés ou des femmes cultivées. Il y en a par exception aux marges. Ils ne pratiquent pas la culture au sens où Cicéron disait
dans les Tusculanes, ce qui élève, ce qui hisse, ce qui imprime à nos âmes, à nos intelligences, à nos cœurs, un mouvement montgolfier. Ils sont pratiques, ils sont pragmatiques, ils sont des spécialistes. La plus belle incarnation de l'avocat aujourd'hui est quelqu'un qui siège dans un bureau alvéolaire et qui sait tout sur le traité de double imposition avec les États-Unis, de préférence le paragraphe 8. Alors je ne doute pas que ce soit passionnant de tout savoir du traité de double imposition avec les États-Unis. Mais ce que je soutiens peut être à tort. Et au fond, ce peut-être à tort, vous le verrez, presque comme une respiration dans tout ce que je dis. Chaque fois que j'affirme quelque chose, j'ai conscience qu'en avocat, je pourrais affirmer le contraire avec une même ferveur. Je ne crois pas à la vérité. Je crois qu'elle est circonstancielle, qu'elle est faite de nos perceptions, d'un moment. La vérité, c'est un moment, c'est une instantanéité. Et qu'il y a plusieurs instances. Je disais donc que, voyant ces jeunes avocats, les invitant à ne pas être spécialistes, ou à ne le devenir que par le jeu du hasard et d'une carrière, que les choix que les clients font de vous, et non pas que vous faites des clients, vous conduisent à être plutôt ceci que cela, telle incarnation plutôt que telle autre, certes. Mais prendre la décision à 22 ans, quand vous aurez à choisir, de dire « moi, je serai un spécialiste de la double imposition » ou « moi, je serai le spécialiste incontesté du droit d'auteur » ou du droit du câble, toute discipline noble et qui requiert de l'intelligence. Mais alors que vous pouvez être les spectateurs engagés de la vie des gens, alors que vous pouvez porter des âmes, réconcilier, traduire les juges devant les hommes, alors qu'eux se bornent à traduire les hommes devant eux-mêmes. Si vous pouvez être ça, si vous pouvez avoir ce spectre vaste, cette palette infinie des possibles de l'intelligence et du combat, pourquoi, grand Dieu, vous mutilez en début de carrière? D'abord, un avocat ne fait pas une carrière, il exerce un sacerdoce, il exécute une mission. Faire une carrière, ça fait fonctionnaire, ça fait bourgeois, c'est totalement dégoûtant. Ah oui, à propos de choses dégoûtantes, le tribunal fédéral, que décidément je n'aime pas, vous savez ce qu'il fait de nous? Dans une jurisprudence déjà ancienne que l'on m'a rapportée, il dit que l'avocat est un technicien du droit. J'espère que vous êtes profondément heurtés par cette manière de dégrader ce qu'est un avocat. Un avocat, je vous le disais, c'est une âme, un souffle, c'est un mouvement, c'est un homme libre. Un technicien du droit, pourquoi pas un technicien de surface? Ah, ce qu'il dit encore le tribunal fédéral. Nous sommes des auxiliaires de la justice. Que non pas, mes amis, nous ne sommes l'auxiliaire de personne. D'abord, auxiliaire, c'est un côté subalterne, adventice, accessoire. Et l'idée d'être l'auxiliaire de la justice, alors que c'est nous qui la fécondons, c'est nous qui la rendons possible, c'est nous qui, parce que nous la querellons, la contestons, la subvertissons, lui donnons la dignité de justice, faire de nous des techniciens du droit et des auxiliaires de la justice, c'est nous dégrader. N'écoutez pas le tribunal fédéral. Mesdames et messieurs, Caton, l'Ancien, celui qui voulait que l'on détruisît Carthage, définissait l'avocat déjà. Nous sommes au IIe siècle avant l'ère vulgaire. Caton l'Ancien, disait que l'avocat est un vir bonus ars dicendi peritus. Un homme de bien, une première traduction, versé ou maîtrisant l'art de dire. Il y a dans cette définition originelle, on peut remonter, et nous remonterons peut-être, mais commençons par cette définition de Caton, il y a cette idée de l'homme de bien, sur lequel il faudrait peut-être un peu épiloguer. Ce n'est certainement pas un homme de morale, c'est un homme qui a le sens du bien, mais pas nécessairement qui est lesté par ce sens-là, qui généralement annihile l'intelligence. Là aussi, je vous accorde volontiers que ce métier, le nôtre, le vôtre, le mien, devrait être un métier moral. Je n'aime pas la morale. Je n'aime pas la morale ou ce que Nietzsche appelait la moraline, cette manière de réduire ce que peut l'esprit au bien ou au mal,
L'esprit ne doit être réduit à rien. Le propre de son essence, c'est d'être libre. C'est en ça qu'il est rebelle, c'est en ça qu'il est critique, c'est en ça qu'il joue son rôle subversif premier. Et donc la morale, en tant qu'elle atténue les possibles de l'esprit, en tant qu'elle leste les possibles de l'intelligence, la morale doit être regardée de loin, avec irrespect et crainte. J'en reviens au vir bonus. Alors qu'est-ce que c'est que cet homme bon? À mon sens, l'homme bon, tel que le désigne Caton, c'est l'homme qui a le sens de l'homme. Parce qu'un avocat, ça doit d'une manière ou d'une autre porter non pas l'humanité tout entière, mais en tant que nous nous mêlons de la vie des hommes, nous portons des âmes. Quand par un pacte singulier, que l'on appelle un mandat, quelqu'un vient frapper à votre porte en disant « voici ma douleur, voici mon chagrin, voici ma peur », voulez-vous prendre une partie de mon fardeau? Et que vous dites oui. Le fait de porter ce fardeau fait que vous vous mêlez essentiellement, existentiellement de la vie de qui vous consulte. C'est un mandat, mais c'est un pacte d'une toute autre profondeur. C'est celui qui vous vaudra des journées sans fin, des nuits intranquilles, qui vous fera renoncer aux plaisirs vulgaires, les vacances, le sport, enfin, toutes ces choses dans lesquelles, paraît-il, la jeunesse se perd. Parce que quand on a en charge l'âme de quelqu'un, le bonheur, la dignité, la droiture, la verticalité de quelqu'un, comment pouvez-vous avoir le plaisir d'aller en Bataclan, puisque, paraît-il, c'est le signe inéquivoque de la civilisation occidentale, et ça c'est une référence politique, de temps en temps, j'ouvre une parenthèse, de temps en temps, je ne peux pas oublier que je suis un homme de droite, résolument de droite, passionnément de droite, mais pas la droite vulgaire et populiste, une droite maurassienne. Alors, de temps en temps, je ne peux pas l'oublier, et monte en moi comme une sève des considérations politiques qui sont tout à fait extérieures à mon discours. Mais bien qu'extérieures à mon discours, elles sont essentielles à mon discours. C'est toute la vertu de la digression. Vous verrez, mes amis, quand vous aurez à plaider, vous ne pouvez pas. Partons de l'idée que la grâce des dieux fera de vous des improvisateurs. Vous serez donc à l'écoute d'une parole intérieure. Vous cueillerez cette parole intérieure à laquelle vous donnerez une forme, une cadence, un rythme. Et puisque l'action, ce que les anciens appelaient l'hypocrisie, fait partie de l'art oratoire, vous l'accompagnerez du souffle, des octaves variées, probablement aussi des gestes de la main si vous êtes méditerranéen. Enfin, d'une manière ou d'une autre, vous ajouterez à la parole, à sa sonorité, parole qui tonne, ou aussi le silence qui est infiniment éloquent, vous ajouterez le langage du corps, le langage de l'organe, notamment vocal. Mais cela ne suffit pas à retenir durablement l'attention. Il faut d'une manière des coupures, des césures dans le discours. Et la digression, sur laquelle les rhétoriciens ont beaucoup théorisé, est exactement cette parenthèse, parfois longue, par laquelle, d'une part, l'orateur lui-même se repose, il est dans la topique, dans les choses qui lui sont familières, il rassemble son énergie, mais aussi ce par quoi, parce qu'il vous distrait, et si la distraction est un approfondissement et pas simplement une dérade ou une dérive, ce par quoi il vous perd pour mieux vous retrouver. La digression et le silence sont des formes majeures de l'art oratoire. Le silence. Pour ceux qui sont familiers des figures de rhétorique, vous saurez qu'il en est une que l'on appelle l'aposiopèse. C'est précisément l'art du silence, l'ars taquendi. C'est tout d'un coup se taire. Non pas parce que les mots ne vous viennent plus, non pas parce que votre intelligence avaricieuse, votre petit serviteur, pour citer saint François de Sales, ne vient plus avec les éléments de la mémoire ou de la pensée qui se forgent, mais le silence conçu comme un prolongement de ce que vous venez de dire, pour laisser ce que vous venez de dire méandrer dans l'intelligence et le cœur de qui vous auriez frappé. Ou alors le silence pratiqué comme une mise en évidence dramatique de ce que vous allez dire.
Le silence conçu comme l'habillage du propos, l'habillage, mieux, la profondeur donnée au propos. Car si soudainement, malgré mon rythme approximatif pour l'instant, mais je vous assure, peu à peu j'accélère, si malgré mon rythme approximatif de l'instant, je brisais le rythme, vous êtes saisi d'une part d'angoisse. Que lui arrive-t-il? Vous me sentez tout d'un coup fragile ou incertain. D'ailleurs, souvent, quand je plaide, je pratique le silence uniquement pour me rendre plus familier et plus agréable. Je fais deux choses quand je pratique le silence devant des juges. Ou bien je pratique le silence, ça m'humanise. Ou bien je me trompe dans la concordance des temps. À partir de ce moment-là, je ressemble. Et dès que je ressemble, je suis infiniment plus attachant. N'oubliez jamais, quand vous adresserez à ces juges, à des juges administratifs, pénaux, civilistes, à des juges quels qu'ils soient, vous savez, ces êtres apaisés, à l'âme rassérénée, parce que convaincus d'être du côté de la justice et donc du bien, ne doutant pas de leurs aptitudes, ne doutant jamais d'eux-mêmes et n'appliquant jamais le doute à leurs décisions. Ces juges, souvent admirables, mais tout de même ces esprits calmes, ces passions calmes, qui sont des passions tristes, vous devez arracher les juges à la tristesse de leurs conditions, à l'atonie de leur jour, à la médiocrité de leur esprit. Vous devez leur arracher des convictions trop promptes ou faire naître en eux des convictions justes. L'éloquence, c'est une violence, il y a vaincre dans convaincre. Et vous avez des juges marmoréens, les yeux souvent mi-clos. Ils donnent à croire que c'est de la concentration, c'est un assoupissement postprandial souvent. Ou les malheureux, alors que vous donnez la mesure de ce qu'est l'énergie, pensent à leur vie médiocre, à leurs problèmes conjugaux, peut-être même aux échéances qu'ils ne pourront pas honorer. Vous comprenez? Pour le bonheur de l'intelligence et de ses cavalcades, il faut que toutes les passions soient apaisées. Vous ne serez des avocats, et j'espère que vous le serez vite, que lorsque vous aurez tordu le cou aux tentations ordinaires, vous serez riche tout de suite, de préférence par héritage, c'est l'argent le plus pur, ou bien vous le gagnerez. Mais oui, quelqu'un s'est baissé avant vous pour faire la besogne, et cela vous en dispense. Il n'y a de pureté dans l'argent que dans celui que l'on hérite. Celui que l'on égale suppose toujours qu'on se compromette un peu dans le matériel. Bref, vous serez des jeunes avocats qui auraient jugulé les tentations ordinaires. Vous aurez donc réglé tous les comptes avec vous-même. Vous serez apaisés parce que vous aimerez, vous serez aimés plus que vous n'aimerez, ce qui est le début de l'apaisement. Vous serez apaisés parce que vous ne saurez pas ce que sont les contingences matérielles. Vous serez apaisés parce que la femme, sujet de vos convoitises, au bout d'une cour et de fragments de discours amoureux, finira par son regard, par consentir, avant même d'avoir conscience de consentir. Ce regard de la femme qui consent, avant d'avoir la conscience de céder, les Grecs qui savaient nommer toute chose l'appelaient kairis. D'où vient le mot grâce? D'où vient le mot chant? Ainsi, mademoiselle, ainsi, vous, créatures abstraites, lorsque l'homme aimé vous aura courtisé de 1000 manières, toujours imprévisibles, quelque chose se passera dans votre regard. Et vous direz, je suis frappé par la grâce. La femme qui consent, avant même d'avoir conscience qu'elle consent. Parce que quand la conscience lui vient, elle commence à demander et à revendiquer. Au fond, la femme est belle et désirable tant qu'elle ne sait pas qu'elle désire et qu'elle est désirée. Je finis ici cette inutile digression, mais j'essaie uniquement par illustrer par mon propos ce que je vous dis sur la théorie. Et il me plaît de dire de la digression qu'il en va d'elle comme de l'adultère, partir ce n'est rien,
c'est les retours qui sont un peu compliqués. Et donc, voilà, je reviens à mon sujet. J'en étais à Caton l'Ancien, vir bonus, ars dicendi peritus. J'ai tenté de définir ce qu'était l'homme bon. Je vous disais qu'il n'est pas autour de la morale, c'est l'homme qui a un cœur, infiniment de cœur, qui est une exigence même si vous voulez pratiquer le métier d'avocat. Un de mes amis, qui est un remarquable philosophe, et qui n'est pas de gauche, Alain Finkielkraut, vous savez, celui-là même qui se fait caillasser à nuit debout, ces belles résurgences de la jeunesse, enfin peu importe. Alors, Finkielkraut a écrit un livre qui s'appelle « Le cœur intelligent ». Et dans sa préface, il nous raconte que Salomon, s'adressant au Très-Haut, lui adjure le prix « Donne-moi, ô Très-Haut, un cœur intelligent ». Si vous deviez, demain après-demain, adresser à l'hypothèse de Dieu votre propre prière, dites-lui, mon Dieu, je veux être avocat, donnez-moi une intelligence cordiale. Parce que le métier d'avocat, c'est l'intelligence et le cœur, ou l'âme. Ça dépend de la vision moniste ou dualiste que vous pouvez avoir de l'être. Alors parlons de l'intelligence et nous parlerons ensuite de l'âme. L'intelligence, mes amis, celle qui est requise des avocats que vous serez. Je vous le disais tout à l'heure avec une part d'injustice, une intelligence littéraire, une intelligence qui danse, une intelligence qui fait des pointes comme les Néréides, une intelligence qui sait imaginer, une intelligence qui est totalement libre de ce qu'elle peut, sans égard à la justesse ou à la justice de son propos. J'admets que ceci est discutable. Mais mes maîtres, les sophistes, notamment Calliclès, qui est certainement une fréquentation littéraire quotidienne pour vous, ou encore Thrasymach, que vous fréquentez avec la même ardeur, nous enseignaient ceci. Il n'y a d'argument juste que fort. Et l'argument le plus fort est l'argument le plus juste. C'est aux antipodes de la pensée contemporaine qui voudrait qu'un argument fût juste, au sens de justesse, s'il est juste au sens de justice. Et c'est ainsi qu'en France notamment, il m'arrive de prendre la parole sur des sujets divers, il n'est pas concevable de tenir des propos justes au sens de justesse si leur effet est injuste au sens de justice. Par exemple, un propos qui hiérarchise, qui discrimine, qui exclut, qui, parce qu'il élit, sabre, ce qui est la définition même du choix, est un argument que l'on ne peut plus utiliser. Mais rapportons-nous à notre pratique quotidienne. Quand j'étais un très jeune avocat, ce que vous serez demain ou après-demain, il me souvient que c'était ma première cause, nommé d'office, et je devais défendre un père incestueux. L'enfant devait avoir 2 ou 3 ans. À première vue, indéfendable. Et pourtant, je devais défendre. Alors, je regarde un peu la littérature médicale. Et d'après ce que l'on disait à l'époque, aujourd'hui, la littérature sur ce sujet a beaucoup évolué par une sacralisation de l'innocence, qui est certainement juste, mais ce que je lisais à l'époque, c'est qu'au fond, plus l'enfant était jeune, plus l'acte déplacé du père moins l'acte déplacé du père n'avait de conséquences. Et il y avait une explication psychologique à cela. À partir du moment où l'enfant n'a pas encore la conscience du bien et du mal, du faux ou du juste, de la répartition, s'agissant de nos univers sensuels ou sensoriels, de ce qui appartient au père et de ce qui ne lui appartient pas, le fait de ne pas avoir conscience du bien et du mal faisait que la lésion, j'exclus l'hypothèse de la violence, n'était pas aussi grande que cela. Et j'avais été logiquement séduit par cet argument. Et tout d'un coup, je suis face à 12 jurés, des mères de famille, des pères de famille, et je suis sur le point d'aborder mon argument
en disant il est d'autant moins coupable que cet enfant est d'autant plus petite. Et j'ai compris que cet argument, pour juste qu'il fût, n'était pas audible. Et que je devais faire le choix que parfois les avocats doivent faire, non pas de l'argument juste, mais de l'argument fort. C'est en ça que je vous citais Thrasymach ou Calliclès, l'argument qui porte. Mon argument sur l'innocence qui serait moins outragée parce que l'innocence n'a pas encore conscience du mal est un argument qui n'aurait pas porté. C'est donc un argument juste, mais qui aurait été faible. Et il fallait donc faire le choix d'un argument faux, mais qui serait fort. C'est ce par quoi j'essaie de vous démontrer que l'argument, c'est autour de son efficacité et non pas de sa justesse. Et qu'il faut aussi se garder perpétuellement à l'esprit que la justesse d'un argument n'en fait pas la justice. Ça, c'est la vision sophistique du métier d'avocat. Quand je vous disais tout à l'heure que notre métier d'avocat manque de passé, il manque d'ancêtre. Un premier ancêtre que j'ai convoqué, c'est Caton, non pas Caton d'Utique, mais Caton l'Ancien. Là, je suis en train d'évoquer les présocratiques. Un de vous, qui m'accompagnait tout à l'heure avec infiniment de gentillesse, m'a dit « Vous êtes déjà venu en ces lieux ?» Je ne me souviens absolument pas de quoi vous avez parlé, mais je garde le souvenir d'un plaisir. Alors, il me dit « Sans aucun doute, vous nous avez parlé de Protagoras. » Oui, je suis monomaniaque sur les sophistes. Protagoras, Antiphon, Hippias d'Élée, Gorgias, que nous ne connaissons que par le dédain dans lequel Platon les tenait, mais qui ont inventé la rhétorique, qui ont donc inventé l'art du discours, art ou technique du discours, on peut en débattre, qui ont inventé le relativisme, donc la mise en cause de la vérité, non seulement révélée, mais de la vérité absolue, même immanente, qui ont découvert la psychologie, à qui on doit tout ce que le monde intellectuel occidental a ensuite cultivé et poursuivi. Ils sont aussi les inventeurs, les concepteurs du doute, parce que des présocratiques, vous aurez Pyrrhon, et de Pyrrhon, vous aurez Montaigne. Pourquoi est-ce que je les évoque comme les ancêtres glorieux du métier d'avocat que vous embrasserez? Parce que ce métier ne peut être fait que de doute. De doute à votre égard. Le doute, c'est s'interroger, se répondre, mais aussitôt après, mettre en cause les réponses elles-mêmes, interroger les réponses. C'est le doute, c'est cela. Pyrrhon, c'est considérer que la pensée est un mouvement, perpétuel mouvement, en ses métamorphoses, que ce que vous pensez, vous pourriez penser autre chose. D'ailleurs, soyons concrets, au même moment, en cette belle ville de Fribourg, quand vous serez, vous, madame, et vous, madame, des avocates, sans doute, est-ce ainsi qu'il faut le dire, monsieur viendra frapper à votre porte. Il vous dira sa cause, et avec certitude, vous trouverez qu'il a plutôt raison. Et vous lui direz dans un murmure ou en tonnant, je vais m'occuper de votre cause, et nous gagnerons. Au même moment, madame frappe à votre porte. Le même dossier, les mêmes faits, sous réserve de la perception que chacun en a. Et le même diagnostic, madame, comme vous avez raison. Nous allons pourfendre l'ennemi. Le mari qui vous a abandonné ou trompé au titre de la vitalité nécessaire, ce mari-là, je saurais le châtier. Considérez-moi comme une Érinie, une hominide, puisque vous êtes douce, madame. Alors ça a toujours été une de mes stupéfactions. À parité d'intelligence, à parité de formation, à parité de densité, selon qui vous consulte, la vérité est celle-ci ou elle est celle-là. Vous voyez bien que la vérité ne tient pas à la vérité intrinsèque, elle tient à la perception de la vérité. Et ça, c'est le grand enseignement des sophistes, des présocratiques. Il n'y a pas de vérité, ce que plus tard Nietzsche appellera la vérité n'est jamais qu'un symptôme. Mais de quel mal autre? Le mal de soi, ou le mal des circonstances, ou le mal du moment, kairos, ce Dieu singulier de l'instantanéité des perceptions. Et toujours dans les présocratiques, quand je vous disais que l'intelligence est mouvement, j'oppose volontiers l'intelligence aux convictions. L'intelligence est donc toujours
la pensée qui cavalcade, qui s'interroge, qui doute, qui se met en cause. La conviction, c'est autre chose. La conviction, c'est la pensée à l'arrêt. C'est quand, par nécessité de vivre, il vous devient insupportable d'être intelligent. À ce moment-là, vous avez des convictions, généralement politiques. Je soutiens, et là, je suis prêt à ne pas reconnaître une part de paradoxe, que la conviction, c'est la pensée à l'arrêt. C'est la pensée lasse de c'est possible. C'est la nécessité douloureuse de conclure parce que l'incertitude de l'intelligence est une angoisse et une solitude. Et que la plupart d'entre nous, faits de chair, ont besoin de dire « voilà ce que je pense » et pas « voilà ce que je pense, mais je pourrais penser le contraire ». Dans un dialogue admirable, Thierry Lévy, d'un côté, et Jean-Denis Bredin, deux avocats, Thierry Lévy vient de mourir, Jean-Denis Bredin est académicien, un merveilleux avocat. Ils ont fait un dialogue sur l'éloquence, qui s'appelle « Je crois convaincre ». Et vers la page 100 ou 110, à un certain moment, Thierry Lévy dit « Je pense ceci ». Bredin lui dit « Je suis d'accord ». Et Thierry Lévy de répondre « C'est donc le moment d'en douter ». Dès que vous êtes d'accord avec l'autre, trouvez ça éminemment suspect. Dès que vous êtes d'accord avec vous-même, évitez à l'être durablement. C'est que votre intelligence n'est plus en éveil, elle ne permet pas l'accord. Et pour en revenir à la rhétorique et au métier d'avocat, notre déesse, celle à laquelle nous devons perpétuellement sacrifier, c'est Eris, la déesse de la discorde, pas Eumonia, la déesse de l'harmonie. Au point, mesdames et messieurs, que lorsque je dis quelque chose et que mon interlocuteur, serait-il plusieurs, c'est encore pire, me dise « je suis d'accord avec vous », c'est moi qui change d'idée. Tant je ne veux pas me compromettre dans un accord dont je dis qu'il est le malentendu par essence. Il n'y a aucune raison que nous pensions la même chose. Nous avons d'autres bibliothèques, d'autres histoires, d'autres physiologies qui parfois enténèbrent notre intelligence. Nous sommes totalement autres, nous sommes totalement uniques. Pourquoi serions-nous d'accord ? D'ailleurs, le mot consensus, qui fait tant de florès en Suisse, sa première occurrence dans le dictionnaire est dans un dictionnaire médical. Le consensus est une pathologie. D'être en accord avec l'autre est une pathologie. Je vous prie de ne pas être tous des grands malades. Dussiez-vous l'être. Alors vous irez dans le box avec les hongres. Seriez-vous en bonne santé que vous chevaucherez en pleine liberté dans l'irrespect des barrières et, mon Dieu, dans la négation des limites. Un esprit libre est un esprit qui ne se résigne jamais à l'accord ni avec soi-même, ni avec les autres. Il y voit une pathologie. Caton, disais-je, et puis les présocratiques, Protagoras, Hippias, et aussi beaucoup Pyrrhon, qui est un peu postérieur. Et je vous parlais de Finkielkraut, s'adressant à Salomon, enfin Salomon s'adressant au Très-Haut, « Donne-moi un cœur intelligent ». J'ai tenté de vous dire ce qu'est l'intelligence. Et pourquoi je crois que la modernité, je suis un mécontemporain résolument, la malmène beaucoup, l'intelligence. Et ce n'est pas, contrairement à ce qu'on soutient, parce que le rythme est devenu tel qu'il n'est plus simplement une cadence, mais une substance. L'intelligence des modernes est malmenée, d'abord, par un système éducatif calamiteux. Rousseau, Bourdieu, l'égalité des chances, la démocratisation des études, cette idée généreuse mais folle que tous parmi nous sommes virtuellement Mozart ou Michel-Ange, et qu'il suffit de la nature pousse pour que nous donnions cette mesure de génie, qu'au fond qu'il n'y a pas de sots, il n'y a pas d'imbéciles, il n'y a pas des infirmes de l'esprit, alors qu'ils sont cohortes et légions. Or voilà que l'éducation rousseauiste voudrait que chacun fût un génie. Et s'il n'a pas l'intelligence des mots, il a l'intelligence du cœur. Et s'il n'a pas l'intelligence du cœur, il a l'intelligence du corps.
Et s'il n'a ni l'intelligence de l'intelligence, ni celle du corps, ni du corps, il a l'intelligence de l'inintelligence. Ainsi est Rousseau, champ de pensées alignés, les êtres se valent, foutaise, enfin, Calambre-Eden, Coxigru, non, foutaise. Les êtres ne se valent pas, et heureusement que nous ne nous valons pas. Heureusement qu'il y en a qui sont nichés au plus haut, et qui a les gueux, les méandres, c'est pas une considération sociale, les nains. Il faut bien qu'il y ait des nains pour se jucher sur les épaules des géants. Que ferions-nous, géants, sans des nains sur nos épaules? Avoir du cœur. D'abord, il faut que la nature y ait pourvu. Et la nature, s'agissant du corps comme de l'intelligence, est avaricieuse. Nous avons tous l'organe. Et apparemment, sous réserve de maladie, il palpite à peu près au même rythme. Ce qui déjà me paraît une grande incongruité. Je sais que la science me dit que mon cœur bat comme le vôtre, monsieur. J'ai du mal à m'y résigner. Je ne doute pas que le vôtre batte plus vite que le mien. Je ne veux pas avoir le même rythme cardiaque que vous, monsieur. Cette ressemblance m'accable, comme toujours. Ce qui fait que je ressemble me désespère. Alors, avoir du cœur, ce n'est pas simplement savoir aimer. Ça, c'est à la portée, je crois, de chacun. C'est savoir dire l'amour. Savoir le montrer. C'est pas cultiver l'amour de l'autre à la profondeur d'un trésor, un feu ardent dont personne ne verrait les étincelles, dont personne ne sentirait la chaleur. Aimer, c'est faire savoir que l'on aime. Alors je vais vous parler d'un autre grand ancêtre, Voltaire. Mesdames et messieurs, Jean-Marie Arouet, qui avait 150 pseudonymes, dont celui, l'acronyme Voltaire. Vous vous amuserez à créer Voltaire à partir d'Arouet, il faut un peu d'imagination, mais 150 pseudonymes, Voltaire, disais-je, et aussi ECR, écraser l'infâme. Il signait ses lettres, écraser l'infâme. L'infâme, c'était la superstition, c'est-à-dire ce qui aliène l'homme, ce qui fait que l'homme n'est pas libre. En 1791, j'y étais. 12 chevaux blancs, beaux comme 12 alexandrins, tiraient le catafalque de Voltaire. Et sur le mur de ce catafalque, il y avait écrit « Il défendit Calas, le chevalier de la barre, et Montbailly. Il combattit l'athéisme et la superstition. Il a appris à l'homme qu'il doit être libre. » Et ce qui m'a frappé, spectateur de ce catafalque, c'est que celui qu'on emmenait au Panthéon n'était pas l'auteur de Zadig ou de Candide, n'était pas l'auteur de Contes admirables, ce n'était pas l'écrivain. Il défendit Calas, Montbailly et le chevalier de la barre. Il enseigna aux hommes qu'ils doivent être libres. Il prêcha la tolérance. Qui amène-t-on, quelle cendre amène-t-on au Panthéon qui honore ceux qui ont fait la grandeur de la France? Les cendres de l'avocat. Voltaire, avocat. Et quand j'évoque de grands ancêtres pour vous, qui êtes en quête de filiation, je vous dis Voltaire, qui d'ailleurs écrivait au Chevalier de Lille en 1787, « Je crois que Dieu a voulu que je fusse avocat. C'est le plus bel état du monde. » Alors de penser que Voltaire, non pas athée, mais agnostique, en appelle à Dieu
pour expliquer que celui-ci a voulu qu'il devint vers 64, 66 ans avocat, et pour ajouter « Dieu m'a ainsi gratifié, puisqu'être avocat, c'est le plus bel état du monde, être avocat, pas juriste, dans la dépendance du tribunal fédéral, être avocat !» Mais parce que les juristes se reproduisent. Comme les amibes, par scissiparité. Tandis que les étalons se reproduisent par saillie. Non, mais mademoiselle, votre opinion m'importe. Oui, vous, jeune et jolie blonde. Mademoiselle, d'un juriste ou d'un avocat, vers qui va votre cœur? Et vers qui demain, car vous êtes infiniment trop pur pour le savoir, vers qui demain vos sens iront? Du Châtré dans leur box, qui en guise de foin lit la jurisprudence du tribunal fédéral? Ou l'étalon qui cavalcade et qui saillit dans la seule fréquentation de la littérature? Je sais, mademoiselle, je sais. Je comprends que votre pudeur, votre candeur et votre jeune âge vous interdisent de me donner une réponse. Mais je vois déjà dans vos yeux ce que je commentais tout à l'heure. Kairis, le consentement. Mademoiselle, vous êtes faite pour les étalons. Voltaire. Voltaire, en 1766, est à la fois seigneur de Tournai, seigneur de Ferney. Il est celui que l'on appelait à l'époque l'aubergiste de l'Europe. Tout ce que l'intelligence européenne pouvait connaître venait lui rendre hommage. C'était vrai de la tsarine de Russie, c'était vrai de l'empereur de Prusse, c'était vrai aussi du roi de Suède, s'agissant des grands politiques. Mais tout le monde intellectuel, le mot n'existait pas encore, puisqu'il date, je vous le rappelle, de l'affaire Dreyfus, mais l'idée de l'intellectuel, celui qui fait profession de pensée, dont l'état est la pensée ce que peut la pensée de la pensée, tout ce qui pensait en Europe, et pas simplement en France, venait à Ferney ou à Tournai rendre hommage au prince des philosophes. Il était comblé par tous les honneurs. Il avait tout eu, toutes les décorations, il avait de la fortune, les femmes l'avaient aimé, il en avait fréquenté quelques-unes, dédaigné beaucoup. Et comme Valérie, un autre de mes grands hommes, je vous prie de lire Monsieur Teste dès demain matin. Parlant de sa fille, parlant de sa vie, il disait ceci. J'ai lu quelques livres. J'ai fréquenté quelques femmes. Je me suis détesté. Je me suis aimé. Et puis nous avons vieilli ensemble. L'avocat se déteste. Quand il échoue, se déteste parfois même lorsqu'il réussit. Parce qu'il sait bien qu'il ne doit qu'à son talent une décision injuste. Et puis, il y a des jours où nous nous aimons. En disant, Dieu, quel vaste territoire que le mien, le soleil ne s'y couche pas. Et puis nous vieillissons ensemble. Et c'est ainsi que je suis devant vous, après 50 ans de bar, ni heureux ni malheureux, mais considérant comme Voltaire que le métier d'avocat est le plus bel état du monde. Alors donc, Voltaire a 66 ans, je vous disais, comblé partout. Il avait eu l'hommage de tous, la haine de tous. La haine, bien sûr, est un hommage déguisé. Et tout d'un coup, l'affaire Calas. Puis, c'est le chevalier de la Barre, je vous rappelle, l'inscription sur le catafalque. Et ce qui m'a fasciné, qu'est-ce qui fait que cet homme, le prince des philosophes, une royauté intellectuelle indiscutable en Occident, tout d'un coup, se soucie de l'autre. Plus de lui, plus de ses triomphes, plus de ce qu'il peut, de l'autre. Qu'est-ce qui fait qu'on réalise ce passage de soi à l'autre,
que, faute de mieux, j'appelle l'amour. L'amour dont je vous disais qu'il faut demander au Très-Haut qu'il vous le donne en même temps que l'intelligence. L'intelligence, j'en ai fini, enfin un peu. Le cœur, c'est ce passage-là, ce passage de soi à l'autre. L'autre m'importe. Celui que j'évoquais tout à l'heure, celui qui viendra frapper à votre oui en vous disant « voici ma détresse » et qui fera que dans une journée d'avocat, pas de juriste, dans une journée d'avocat, le matin, vous rétablirez une harmonie. À midi, vous dicterez une sentence arbitrale. L'après-midi, vous serez en cour d'assises pour défendre un père meurtrier. Et le soir, parfois, vous serez toujours en cour d'assises. Vous aurez mis une barbe, comme m'avait fait une fois Nicolet, pour qu'on ne le confonde pas avec celui qui venait de plaider, c'est-à-dire lui-même, et vous défendrez la victime après avoir défendu l'auteur. Et toutes vos journées auront ce rythme, cette incroyable diversité de la vie. C'est tout de même autre chose que de pratiquer les merges et les acquisitions qui supposent de l'intelligence et du savoir. Mais vous vous rendez compte de l'intensité. Vous vous rendez compte de l'intensité. D'être l'observateur engagé de la vie, de peser sur la vie des êtres. Donc de peser parce que vous l'avez en charge, fardeau sacré. Ça, c'est le fardeau de l'avocat. Et c'est ça qui fait que nous sommes probablement épuisés, là où les autres ont encore le temps du divertissement et de la futilité, au point que la futilité devient leur mode de pensée, les modernes. Je vous ai trouvé déjà 3 ancêtres. Je veux en trouver encore 2. Oui, 2. Corax et Tisias. Je vois que vous n'avez pas encore été présenté. Je comprends, mes amis, cette Agrigente, la Grande Grèce, au 5e siècle avant Jésus-Christ. Déjà, les hommes luttaient contre la tyrannie. Et déjà, 2 hommes, 1000 sans doute, ont conçu qu'on ne luttait que par le verbe, que seule l'éloquence est l'arme d'une lutte. Parce qu'il y a dans l'éloquence quelque chose, je dirais presque de charnel et de physique. L'orateur parle à l'autre. Il est là, je vous circonviens, je vous étreins, je vous étouffe, je vous fais des choses. L'écrit porte à distance des lecteurs de demain, ailleurs, dont on ne sait pas dans quel état ils sont au moment où ils vous lisent. C'est pour ça que l'écrit, qui bien sûr a sa noblesse, je ne peux pas être en train d'exalter la littérature en considérant que c'est une forme mineure de l'oralité, bien que cela a été souvent soutenu. On a dit celui-ci écrit parce qu'il ne sait pas la parole, parce qu'il lui faut le temps, parce qu'il lui faut les ratures, parce qu'il lui faut les repentir, parce qu'à vrai dire, il attend de la postérité qu'il le venge, tandis que la parole a une seule instance, c'est sans appel. Il y a une immédiateté de la parole qui en fait toute l'efficacité. C'est si vrai qu'il ne reste rien de la parole après qu'elle a été prononcée. Michelet, dans un cours inaugural, disait à ses étudiants « Ne prenez pas de notes. Ce qui importe dans ce que je vous dis n'est pas ce que je vous dis, c'est ce que peut-être vous retiendrez, mais plus encore, c'est ce que je vous dis aura fait naître. » C'est une manière généreuse de dire que la parole, Montaigne le soulignait déjà, est faite pour moitié, à tout le moins, de qui écoute. Mais quand je disais que la parole est tragique parce qu'elle a une seule instance, c'est qu'une fois que vous avez plaidé, ou vous avez emporté la conviction de qui vous écoute, ou vous avez plu, si vous êtes dans la rhétorique épidictique et pas dans la rhétorique judiciaire, ou bien vous avez remporté les suffrages, si vous êtes dans la rhétorique délibérative, mais vous n'avez pas une deuxième chance. Et ce que vous avez dit, il n'y en aura jamais aucune trace. Oui, maintenant il y a des procès-verbaux, mais pas encore d'assises, grâce à Dieu encore. Parce que la parole n'est pas faite pour sa transcription écrite. La parole, dans sa condition éphémère, Charpentier disait, c'est une fusée dans la nuit. Il faut la ténèbre d'abord. Puis vient la parole de l'orateur. Lars dicendi peritus. Et puis de nouveau la ténèbre. Mais la clarté est ailleurs, là où séminalement la parole la fait naître.
Alors Corax et Tisias, ils sont victimes des tyrans de Syracuse ou d'Agrigente, et ils décident de se défendre. Ils conçoivent que seule la parole, seule l'éloquence peut défendre. Et ils font des traités d'éloquence. Les premiers traités d'éloquence, ou les premiers traités de rhétorique, c'est Tisias et Corax. Au point qu'encore aujourd'hui, mais ça c'est réservé à quelques-uns qui s'en divertissent, il y a un type d'argument qui s'appelle le Corax. Et du même coup, il y a un type d'argument sophistique qui s'appelle le contre-Corax. Le Corax consiste à dire « c'est vraisemblable, donc c'est vrai ». Le contre-Corax consiste à dire « parce que cela apparaît vrai, c'est nécessairement faux, tant il est vrai que l'apparence ne révèle jamais rien de la vérité ». Et là-dessus, nous pouvons, intellectuellement libres, nous divertir. Et les juges nous regardent médusés, encaqués, comprenez-moi bien, comme dans le sens du 16e, encaqués dans leurs tristes convictions, dans leur raisonnement de pauvres. Et vous leur servez un Corax. Et puis, tout au bonheur de votre audace, vous lui servez au même juge, déjà abasourdi, un contre-Corax. Il déprime. Généralement, quand j'ai fini de plaider, les juges sont ou assoupis, ou complètement dépressifs. Le nombre de juges que je vois errer sous les ponts à Genève, cherchant le moment juste de mettre fin à leur triste vie. Je suis à l'origine des suicides des magistrats. Je m'enorgueillis de ces morts salutaires. Je devrais aller plaider au tribunal fédéral, car je trouve qu'on n'y meurt pas assez. Corax et contre-Corax. Ensuite viendront les sophistes dont je vous ai parlé, puisque vous étiez en quête d'ancêtres. Et ensuite viendront les grands plaideurs attiques. Je vous prie d'être dans la familiarité des textes de Démosthène, d'Isée, de Lysias, d'Échine. Le soir venu, par temps froid, demandez à l'homme aimé de vous lire, avant qu'il ne regarde sottement une émission télévisuelle, qu'il vous lise Lysias ou Isée ou Lycurgue. Et vous, mademoiselle, que j'ai choisie, vous savez pourquoi je vous ai choisi? D'abord parce que vous avez des vertus manifestes et même des vertus apparentes. Mais je vous ai choisi parce que la parole doit toujours être dédiée à quelqu'un. Vous verrez, quand vous serez avocat et que vous plaiderez devant 12 jurés somnolents, vous en choisirez un en disant « c'est pour vous que je plaide ». Et puis vous tablerez sur le fait que, se sentant choisi, il vous élira à son tour. Quelque chose de très charnel naît de la parole. C'est si vrai que Bourdaloue, un grand orateur ecclésiastique du XVIIe, disait « il n'y a rien de plus beau que la persuasion hors l'amour » et d'ajouter « parce que l'amour est éloquence ». Et sur ce rapport étroit entre la chair et la parole, permettez-moi aussi de vous citer un contemporain de Sénèque, dont je feins, pour vous rassurer, d'avoir oublié le nom, et qui disait ceci: dans le baiser, c'est la parole que l'on baise. Et ainsi, messieurs, mesdemoiselles, si vous en êtes déjà à l'âge des premiers effleurements de lèvres, dites-vous ce soir, quand vous vous aventurez sur ces terres inconnues, dans le frisson et le tremblement, dans la stupeur, puis dans la reconnaissance, que dans le baiser échangé, c'est la parole que vous baisez. Après donc, Tisias et Corax, après donc, les sophistes, après donc, les orateurs attiques, viendront, si nous sommes en quête d'ancêtres, naturellement, les Cicérons, les Tertulliens, les Tacites, qui ont beaucoup écrit sur l'éloquence, et dont les livres doivent être lus et relus,
Et ainsi, vous ferez toutes sortes de distinctions entre l'éloquence asianiste d'Hortensius, l'éloquence atticiste de Cicéron, et la seule non, Cicéron serait plutôt une formule médiane, Crassus serait, lui, plutôt proche des orateurs attiques. Et vous verrez comment, déjà, il y a 2000 ans, plus de 2000 ans, on théorisait sur ce qu'est la parole. Et déjà tous disaient, en le formulant différemment, que le drame de l'avocat, la tragédie de l'avocat, c'est que ces pépites sont pour le vent. Il ne reste rien de nous, un peu de reconnaissance parfois, et l'admiration persistante de nos héritiers, mais il ne reste rien de nous. Vous comprenez, l'ingénieur laisse des routes, l'écrivain a des rames de papier. Et nous, qu'est-ce qu'on laisse? Rien, sauf le souvenir d'un moment, cette étincelle particulière qui fait que, parlant à une âme, l'âme me fait écho. L'âme étant ici la conviction de qui m'écoute. Vous avez donc, mes amis, de nobles ancêtres. Fréquentez-les. Je suis obsédé par le temps est révolu et par mon culte de ces soleils révolus. Je vous disais, je crois, en commençant mon propos, que votre génération manque de passé, tant elle est convaincue que l'avenir se forge et qu'il peut se forger dans l'ignorance des racines, du savoir d'antan, que plus personne aujourd'hui ne transmet, sauf à Fribourg, bien sûr. Mais si vous voulez devenir avocat, grandir, ayez le souci de savoir d'où vous venez, d'où vient votre art. Parce qu'être avocat, c'est un art. Vous savez que les anciens, Hippias, tout le Moyen-Âge, mais cela remonte à Hippias d'Élée, distinguaient les techniques ou les arts dans ce qu'on a appelé le trivium ou le quadrivium. Le trivium, les 7 font ce qu'on appelle les arts libéraux. Être avocat, c'est avoir une profession libérale. À vrai dire, c'est pratiquer un art libéral. Et qu'est-ce que ça veut dire, pratiquer un art libéral? Ça voulait dire un art d'homme libre. Seuls les hommes libres. Mais ça veut aussi dire qu'autour de ce que fait l'avocat est la liberté des uns et des autres est en ligne de mire, pas la sienne. Nécessairement, nous avons des inféodations et parfois nous avons des contraintes. Nous ne savons pas tous les faire, les dynamiter. Mais gardez à l'esprit que dans la classification des arts, il y avait le trivium qui comportait gramma, qui deviendront les lettres, l'éloquence, donc la rhétorique, et la dialectique. Ce sont les arts des mots. Puis viennent les arts des nombres, la musique, l'arithmétique, la géométrie et l'astronomie. Les arts des nombres. L'art de l'avocat est un art des mots. Et c'est pour ça que j'ai commencé, probablement je clôt mon discours parce que ma clepsydre me dit que le temps est venu de votre répit et non pas de mon repos. C'est pour ça que j'ai commencé mon propos en disant l'avocat, vir bonus, ars dicendi peritus. Il participe de cet art de l'homme libre, l'art de la parole qui forge, qui crée, qui bâtit. Donnez-moi quelques mots et je bâtirai le monde.